Messieurs les présidents, il n'y a pas encore la parité des académies. Mesdames et messieurs les membres des académies, je voudrais saluer également les représentants de l'université, les représentants des partenaires, notamment de l'industrie, lors de ces deux journées. Vous saluez toutes et tous et vous souhaitez la bienvenue dans ce haut lieu de la culture et de la recherche que constitue l'abbaye des Prémontrés. Je voudrais excuser tout d'abord auprès de vous, Franck Leroy, le président du conseil régional, qui m'a demandé de le représenter, ainsi que Valérie Debord, qui aurait aimé être parmi vous, qui est présidente de l'association qui gère l'abbaye des Prémontrés, mais qui est retenue à Paris. Et donc, c'est le local de l'étape qui va s'exprimer devant vous aujourd'hui, à la fois en tant que conseiller régional, en tant que maire de Pont-à-Mousson et vice-président de l'association qui gère les Prémontrés. Donc, soyez les bienvenus et merci d'avoir choisi l'abbaye des Prémontrés et Pont-à-Mousson pour ces travaux de 2 jours qui vont vous retenir ici par un temps où il fait bon être à l'intérieur des Prémontrés plutôt que dehors, et qui représente quelque chose d'important pour notre région. Tout d'abord, le choix de Pont-à-Mousson et de l'abbaye des Prémontrés n'est certainement pas anodin pour réunir les 2 universités, l'université et les 2 académies, puisque nous sommes vraiment à équidistance entre Nancy et Metz, enfin, pratiquement 29 km de Metz, 28 de Nancy, mais ça dépend où on se positionne dans la ville, en tout cas à équidistance, dans un lieu qui est consensuel, et puis dans une ville qui est également marquée à la fois par son passé historique universitaire, puisque vous savez toutes et tous que la première université de Lorraine a été créée à Pont-à-Mousson en 1572, qu'elle y a vécu 200 ans, notamment tout près d'ici, au bout de la rue, puisque la cour d'honneur du lycée Jacques Marquette, que certains ici ont fréquenté tout comme moi, n'est-ce pas Étienne, la cour d'honneur du lycée Jacques Marquette était la cour d'honneur de l'université il y a quelques centaines d'années. Ça nous vaut d'avoir beaucoup de bâtiments importants et d'époque qui sont dans la ville, puisque même si l'université a été confiée par l'Église catholique, par le pape et cardinal de Lorraine, en gestion aux jésuites, chacun des autres ordres religieux a voulu avoir sa place dans l'éducation de nos jeunes élèves de l'époque. Et donc, il n'y avait pas moins de 14 couvents à Pont-à-Mousson, représentant à peu près tous les ordres religieux, y compris les Prémontrés, bien sûr, mais qui n'étaient pas là à l'époque. Et donc, tous ces ordres religieux ont créé leurs bâtiments, et il reste de très très beaux vestiges, de très belles maisons à Pont-à-Mousson où ont été soit les facultés, puisqu'il y avait 4 facultés, soit un de ces établissements religieux qui accueillait des responsables qui venaient donner des cours à l'université. Ça nous vaut aujourd'hui d'avoir beaucoup de bâtiments, de bâtisses classées, et de ne pas pouvoir faire tout ce que l'on voudrait en matière de construction dans notre ville. Mais bon, aujourd'hui, nous avons une AVAP et nous avons beaucoup de contraintes urbanistiques. Et puis, l'histoire de Pont-à-Mousson ne se résume pas à l'université, puisque l'université est en partie à Nancy, et nous n'en faisons pas grief à Nancy, nous n'en faisons plus grief à Nancy. Et la ville est devenue une ville largement industrielle, et notamment par l'entreprise éponyme, qui a changé un petit peu de nom dans le temps, mais qui garde quand même ce patronyme de Pont-à-Mousson, quelquefois de PAM, et qui fabrique essentiellement des tuyaux, mais que l'on ne voit pas puisqu'ils sont enterrés. Par contre, les plaques de voirie qui donnent accès à ces tuyaux, on les voit bien, on les foule de nos pieds lorsqu'on est sur les trottoirs de l'ensemble de notre pays, mais bien au-delà. Et sur les 4 continents aujourd'hui, nous avons des plaques et des signes de Pont-à-Mousson avec le pont stylisé, le pont Gélo qui traverse la Moselle. Et cette entreprise, elle est tout à fait au cœur de vos recherches et de vos travaux durant ces 2 jours, puisqu'elle est en pleine ébullition, en pleine évolution, comme toute entreprise et comme l'industrie d'une façon importante.
L'industrie représente encore beaucoup dans notre région Grand Est. Aujourd'hui, on a une part de l'emploi qui est dans l'industrie, qui représente encore 15%. Il y a 117 000 emplois, dont dans 2300 établissements qui sont liés uniquement à l'automobile, ce qui aujourd'hui ne nous laisse pas tout à fait indifférents. La révolution de la voiture électrique percute de plein fouet le monde des entreprises de création de voitures, mais également toute la sous-traitance. Et donc aujourd'hui, cela ne peut nous laisser indifférents. Et on a 38 000 emplois dans 1600 entreprises agroalimentaires, dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, nous sommes la 3e région française industrielle. Et ça nous oblige à avoir une stratégie au niveau du Conseil régional, une stratégie industrielle d'accompagnement des entreprises, d'accompagnement dans leur mutation, parce qu'elles sont toutes confrontées à des évolutions. J'évoquais tout à l'heure la décarbonation. Saint-Gobain-PAM s'est lancé dans une opération de décarbonation pratiquement totale de sa production de fonte. Vous savez qu'aujourd'hui, la fonte, je ne sais pas si vous avez déjà visité l'entreprise, mais je vous invite à le faire parce que c'est assez magique quand on voit des coulées de fonte, surtout le soir, ça fait feu d'artifice permanent. Et donc aujourd'hui, la fonte, elle est créée à partir de hauts fourneaux. Nous avons les derniers hauts fourneaux de Lorraine qui sont ici. Et l'entreprise a décidé d'arrêter la production de fonte par hauts fourneaux pour la transformer en production de fonte à partir de ferraille dans des fours à très haute température. C'est le projet Orion. Il y a déjà un projet qui a été fait à Fougue, mais de beaucoup plus petite taille, dimension. J'ai oublié le nom, il s'appelle, je ne sais plus... Pardon ? Thor, merci. Merci, c'est Thor. Et Pont-à-Mousson, ce sera Orion. Et donc, normalement, en 2028, mais vous savez, c'est comme la ligne d'horizon. Plus on s'approche, plus la date recule. 2028-2029, normalement, on devrait avoir le four Orion qui sera construit sur le site de l'ancienne coquerie à Blénaud et qui viendra remplacer les hauts fourneaux existants aujourd'hui. Ça aura des incidences importantes, à la fois en termes d'emploi, un petit peu revu à la baisse, mais bon, à la marge, mais les flux ne seront plus les mêmes de matières premières. Et puis, en termes de décarbonation et de qualité de vie dans notre bassin de vie, effectivement, ça sera un plus important. Mais c'est vraiment une révolution qui est indispensable. Alors, je pense que les représentants de l'entreprise viendront vous l'évoquer, mais c'est quelque chose d'important. Si aujourd'hui l'entreprise veut continuer à pouvoir exporter, à pouvoir vendre ses produits avec un label de décarbonation, c'est quand même quelque chose d'important et d'indispensable. Dans quelques années, je pense qu'on n'arrivera plus à vendre de produits sidérurgiques si ils sont estampillés carbonés. Et puis, il y a un autre défi important qui se lance et dans lequel le Conseil régional accompagne les entreprises, c'est bien sûr l'IA, l'intelligence artificielle. Je crois que vous allez en parler également dans vos travaux. C'est quelque chose qui commence à prendre un petit peu partout. Mon domaine de prédilection à la région, là où on m'a reconnu quelques compétences peut-être, ou en tout cas qu'on m'a confié des responsabilités, c'est le tourisme. Et en matière de tourisme, par exemple, l'IA rentre pleinement dans le quotidien de tous les acteurs du tourisme, y compris les plus petits offices de tourisme, les hôteliers, etc. Aujourd'hui, personne ne peut rester insensible et indifférent à cette évolution, et le monde de l'industrie, bien sûr, encore moins. Donc ce sont des grandes évolutions qui vont venir percuter le quotidien du monde de l'industrie, et je pense que vous allez pouvoir travailler et échanger avec les acteurs du monde de l'entreprise qui sont là aujourd'hui et qui vont pouvoir évoquer ces problématiques-là devant vous. J'aurai plaisir de vous retrouver demain soir vers 17h, ça, pour la clôture. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de bons travaux et un agréable séjour à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Monsieur Étienne Criqui, président de l'Académie de Stanislas. Merci Jean-Marie. Voilà, et je suis très heureux d'être là au titre de l'Académie de Stanislas en tant que président pour ouvrir ce colloque avec mes confrères. Très heureux pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est une manifestation qui marque bien la coopération qui est maintenant en marche
entre nos académies, l'Académie nationale de Metz, l'Académie lorraine des sciences. Nous ne travaillons pas chacun dans notre coin. Bien sûr, nous avons des activités propres, mais de plus en plus, nous essayons de mener des projets à 2 ou à 3. L'Académie de Stanislas avait organisé récemment un colloque avec l'Académie nationale de Metz sur architecture et urbanisme. Les actes vont bientôt être publiés. Avec l'Académie lorraine des sciences, un très beau colloque sur art et santé. Là aussi, les actes vont être publiés en 2026. Et ce projet nous réunit tous les 3. Et vraiment, je m'en réjouis très sincèrement, me réjouis de cette coopération. Et puis, bien sûr, je suis aussi très heureux compte tenu du thème de cette manifestation, qui a toute son actualité aujourd'hui. L'industrie, la France qui était un grand pays industriel, l'est un peu moins, vous le savez. Henri Lemoine nous l'a dit. Et nous ne pouvons pas, je crois, laisser le tissu industriel se détériorer. Et le dialogue entre les scientifiques, les chercheurs, les industriels est extrêmement important. Et je remercie Jean-Marie Parisi, qui est à l'origine, avec l'Académie lorraine des sciences, de cette initiative, d'avoir choisi ce sujet. Et j'espère que beaucoup de choses seront dites aujourd'hui et demain dans ce colloque. Voilà, je voulais remercier aussi pour l'Académie de Stanislas mon prédécesseur, qui sera aussi mon successeur, Jean-El Gamal, qui est celui qui a piloté ce colloque à l'origine, puisque il était président, je ne le suis que depuis 2 mois, donc ça a été pour l'Académie de Stanislas, la cheville ouvrière. Et puis je remercie évidemment mes 2 collègues, mes 2 confrères ici présents qui vont intervenir dans quelques instants, Laurent Rollet et Pascal Radji, qui ont accepté d'intervenir dans cette manifestation. Et puis bien sûr tous mes confrères ici présents et tous les autres. Nous sommes une assemblée finalement relativement conséquente. Elle le sera peut-être plus tout à l'heure ou demain, mais c'est déjà une satisfaction. Et enfin, un grand merci aux organisateurs, à toute l'équipe opérationnelle qui travaille depuis longtemps et qui va contribuer certainement à la réussite de ce colloque. Voilà. Denis Chama, président de l'Académie nationale de Metz. Le risque de donner le micro à Étienne Criqui est qu'il a absolument tout dit. Je suis très, très embêté, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Sinon, pour saluer le maire de Pont-à-Mousson, avec lequel j'ai beaucoup travaillé ici et œuvré pour cette maison, qui aujourd'hui, je crois, se porte bien. Il y eut des temps plus difficiles et à voir vos programmes d'activité, je m'aperçois que c'est une maison qui vit, qui fonctionne au bénéfice du développement culturel et au bénéfice du développement des idées. Bien sûr, c'est le moment de remercier. Il ne s'agit pas, en ce qui nous concerne, de commencer à développer le fond. On va laisser ça à nos orateurs qui vont se succéder dans un programme assez dense, sur trois demi-journées. Je voulais remercier Jean-Dominique de Corvin parce que je ne sais pas qui est le père de l'enfant, mais il me semble, on fera des investigations peut-être plus poussées, mais je pense que c'est Jean-Dominique qui le premier nous en a parlé à Metz, et il est venu nous en parler à Metz alors quelques semaines après, et c'est vrai que c'était la première fois que nous allions collaborer dans une entreprise à 3, parce que d'habitude, en effet, l'Académie de Stanislas et l'Académie nationale de Metz ont la très grande habitude de travailler ensemble, de monter des colloques ou des projets ensemble, à preuve le prochain, qui s'annonce pour octobre 2026. Et donc là, c'était une première, et je tiens à le remercier parce que c'était pas facile, et puis le thème n'est pas forcément habituel dans nos 2 académies. Chez vous, c'est évidemment du quasi-quotidien. À l'Académie nationale de Metz comme à Stanislas, on est moins tourné vers ces matières-là, donc c'était doublement une bonne idée. Et puis merci évidemment aux confrères, aux consoeurs de Metz qui sont là, et je vois qu'ils sont très très impliqués, puisque
non seulement ils seront orateurs, mais ils seront également animateurs de table ronde ou modérateurs. Et donc, je les en remercie vivement. Et un grand bravo à M. Parisi, qui, je crois, s'est donné à fond dans les dernières semaines pour que ce colloque ait lieu autour d'une équipe avec mes amis Marc Friedrich et Hervé Obed en particulier, qui ont rendu cette affaire possible. Un grand merci à eux. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux travaux. Voilà, à eux deux, ils ont vraiment tout dit. Je confirme, l'idée initiale vient de Jean-Dominique, de Corvin, si présent. Moi, je n'ai fait que prendre le train en route. Et c'était, si je me souviens bien, le 4 février 2025. Moi, je voudrais déjà remercier l'abbaye des Prémontrés pour nous accueillir dans les meilleures situations possibles. Je voudrais aussi remercier pour leur collaboration et leur soutien l'Université de Lorraine, représentée aujourd'hui par Jérôme Sterpenich, et Jamal Bouglira sera là peut-être cet après-midi et certainement demain, et remercier aussi le CNRS en la personne de Madame Edwige Elmer-Laurent, qui est la déléguée régionale de cette institution. Je voudrais aussi remercier le groupe de travail. Ce groupe de travail a été fondé le 22 avril 2025 et nous étions 5. À mes côtés, il y avait donc Marc Friedrich et Hervé Obed de l'Académie nationale de Metz, et puis Jean-Pierre Thomès, secrétaire général de l'Académie Lorraine des sciences, et Jean-Claude Derniam, secrétaire général sortant de l'Académie Lorraine des sciences, et moi-même qui est servi de fédérateur plus qu'autre chose, parce que c'est eux qui ont pratiquement fait tout le boulot. Je crois qu'il est temps de passer à l'action. Je reviendrai demain, on va clôturer demain, pour rajouter les choses et redire aussi tous les remerciements possibles et imaginables que l'on puisse avoir envie de prononcer. Et on se lance avec la première conférence. Voilà, donc j'ai l'honneur d'ouvrir cette première session, qui sera donc d'ouverture du colloque, qui est consacrée aux leçons du passé, à l'histoire des sciences, dont je suis toujours une férue, histoire des sciences et des techniques. L'histoire des sciences, vous le savez tous, n'est pas une lettre morte. Elle établit le lien entre le présent et le passé. Et si vous me permettez, très brièvement, je vais citer une petite citation de l'historien Marc Bloch. « L'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent, elle compromet dans le présent l'action même. » Même si l'histoire ne resserre jamais le même plat, pour être un peu trivial, il y a des constantes intangibles dans les leçons du passé. À nous de les apprendre et d'apprendre à naviguer entre le passé, le présent et le futur, entre réflexion, analyse, raisonnement, mais également qualité primordiale de l'historien des sciences, la distanciation et la neutralité. Nous allons débuter donc ce colloque avec ces 3 experts de leur domaine qui vont donc nous aider à discerner de quelle manière les leçons du passé peuvent nous aider à nourrir notre présent, et cultiver notre futur. Et nous commencerons par vous, Laurent Rollet. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes professeur d'histoire des sciences et des techniques et d'épistémologie à l'Université de Lorraine, à Nancy. Vous êtes membre des archives Poincaré et associé correspondant de l'Académie de Stanislas. Également historien des institutions scientifiques en Lorraine, que vous êtes également spécialiste en histoire des mathématiques et aussi une ouverture sur les humanités numériques. Votre conférence va porter sur le développement des écoles d'ingénieurs et du mécénat industriel en Lorraine de 1850 à 1950. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, c'est un grand honneur d'être ici parmi vous. Et le problème, c'est que je suis un peu bavard et que je n'ai que 20 minutes. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc je vais mettre mon timer. Voilà, alors vous voyez que j'ai changé mon titre, le développement des écoles d'ingénieurs et du mécénat industriel à Nancy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des écoles d'ingénieurs ailleurs, c'est difficile d'en trouver. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça fait assez longtemps qu'on parle depuis les années 2000, je pense, d'université entrepreneuriale. C'est un vocable à la mode.
encore aujourd'hui. Et puis, ça fait assez longtemps qu'on parle d'économie de la connaissance. Alors, je vais essayer de vous montrer que c'est pas si neuf que ça. Et donc, je vais dérouler un peu mon histoire qui va nous ramener du côté du développement des écoles d'ingénieurs à Nancy. Et je vais vous expliquer leur particularité, à savoir que c'est un peu impropre de parler d'écoles d'ingénieurs en début de période, puisqu'en fait, les écoles d'ingénieurs telles qu'elles existent aujourd'hui, je vous donnerai une petite liste, ce sont des instituts techniques de la faculté des sciences. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on pense au diplôme, par exemple, et au devenir des étudiants, et bien sûr leur insertion, on va dire, professionnelle, pour parler de manière un peu moderne. Alors, pour bien comprendre l'histoire universitaire de Nancy, il faut regarder vers Metz. Alors, je sais que des fois, on évite de se regarder, mais moi, je travaille à Nancy et je suis de Metz, donc j'y arrive bien. Alors, Metz, pendant une bonne partie de son histoire, on va dire plutôt au début du 19e siècle, c'est une ville qui est considérée plutôt comme une ville scientifique. Alors, je vous ai fait une petite chronologie, je ne vais pas tout dérouler, mais vous voyez, 1794, on transfère à Metz l'école royale du génie de Mézières, qui était dans les Ardennes. Et puis, cette école va devenir une école d'application du génie et de l'artillerie en 1807. Et dans le même temps, on a créé l'école polytechnique pendant la Révolution. Et en fait, cette école messine, elle va accueillir comme école d'application des générations et des générations de polytechniciens et de mathématiciens pour se former aux armes savantes. Donc génie artillerie, et donc on a besoin de mathématiques. Donc il y a de très, très grands mathématiciens qui vont passer par Metz, comme Poncelet, mais bon, je ne vais pas vous raconter cette histoire-là. On va créer le lycée de Metz en 1804, et puis on va même avoir une académie qui va couvrir un territoire assez vaste. Et à Metz, du fait de cette réputation-là, qui va perdurer jusqu'en 1870, eh bien, on va avoir cette réputation d'une ville plutôt tournée vers les sciences. Alors, la faculté des sciences de Metz, elle ne va pas durer très longtemps. Elle est supprimée en 1815. Et puis ensuite, l'histoire de Metz, du point de vue, on va dire, de l'enseignement supérieur, c'est une histoire qui passe par l'Allemagne, bien sûr. Et c'est une histoire qui ne recommence qu'à partir des années 1960. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai un peu éliminé de mon tableau et que je vais plutôt me concentrer sur Nancy, pour la ville pour laquelle j'ai plus d'expertise, on va dire. Si on reprend un peu ce tableau, Nancy, d'un point de vue historique et du point de vue des acteurs de l'époque, est plutôt considérée comme une ville littéraire. Alors, je vais passer sur la volonté de rapatrier à Nancy l'université de Pont-à-Mousson. Donc, Nancy a été équipée d'un lycée en 1804. Et puis, on a eu une faculté des lettres. Et puis, comme à Metz, en 1815, on a supprimé cette faculté des lettres. Et puis ensuite, je vais passer sur l'épisode de la médecine. En 1850, il y a une volonté réformatrice en France pour réinstaller un système d'enseignement supérieur dans un contexte où beaucoup de facultés des sciences et des lettres avaient été supprimées, mais pas partout. Et donc Nancy va se développer à partir de la création, en 1854, d'une académie que Metz a essayé d'avoir, mais qu'il n'a pas réussi à obtenir. Et on a donc rétabli la faculté des lettres et on a créé une faculté des sciences à Nancy. Alors je vais surtout vous raconter un peu cette histoire-là. Et puis ensuite, vous connaissez un peu ce qui se passe par la suite. Eh bien, la guerre de 70, le rapatriement de la faculté de médecine de Strasbourg, et puis d'autres choses dont je ne vous parlerai pas. Le point qui m'intéresse essentiellement, moi, c'est celui-là. 1887, on va commencer à créer des instituts techniques de faculté des sciences. C'est un mouvement qui n'est pas que nancéen, qui existe dans d'autres villes comme Grenoble. Et donc, ça concerne ce qu'on appelle l'histoire des pôles scientifiques de province. Alors, si on va à Nancy, alors vous voyez, en 1854 jusqu'en 1862, la faculté des sciences, elle est dans l'actuelle bibliothèque municipale. On a 5 professeurs, peut-être 4 étudiants la première année et guère plus après. Vous voyez, donc, je ne vous donne pas les noms de ces professeurs, ce n'est pas essentiel. 1862, on va créer le palais des facultés. Le palais universitaire, c'est un peu un abus de langage pour l'époque. Donc, ça va accueillir progressivement le droit, la médecine, les lettres, les mathématiques, la physique, la chimie, la géologie, la médecine, etc. Ce qui est essentiel, c'est cet élément-là. En 73, Nancy va être dotée d'un système facultaire complet, 4 facultés. Mais on ne peut pas encore parler d'université. La loi sur les universités en France, c'est 1896. Voilà, j'y reviendrai parce que ça a un impact par certains côtés. Si on va vers 1900, je ne parle que de la faculté des sciences, on a 15 professeurs, on a beaucoup plus d'étudiants et on a surtout beaucoup plus d'étudiants qu'ailleurs, dans les autres facultés. Et ça, c'est un effet des instituts techniques. J'y reviendrai.
Alors, je vous ai mis une petite citation d'Hervé Faye, qui a été le premier professeur de mathématiques pures et appliquées et qui était en même temps recteur de Nancy. Donc, c'est lui qui a installé la faculté des sciences à Nancy. C'est un grand astronome, il va avoir une carrière parisienne assez importante. C'est aussi quelqu'un qui est polytechnicien et qui a tout fait à un moment pour faire en sorte que la faculté des sciences soit créée à Metz. Bon, ça c'est un peu opaque, mais bon, voilà, c'est comme ça. Regardez ce qu'il écrivait, donc c'est à l'inauguration. La faculté des sciences étant spécialement chargée de donner à son enseignement une direction qui soit en rapport avec les industries principales du pays, non seulement ne faillira pas à cette tâche, mais elle espère pouvoir terminer les travaux de chaque année classique par la visite de quelques établissements industriels où les élèves de la faculté se livreront à l'étude des machines et des procédés de fabrication. Et puis ça continue, l'aptitude au travail en lien avec les évolutions industrielles du pays. Alors je reviens sur le retour initial des années 1850. Le projet au départ, c'est de construire une faculté industrielle. Alors les facultés des sciences, elles étaient en infériorité historiquement face aux facultés des lettres. Il y avait peu d'étudiants qui passaient le bac S sciences par exemple. Et on va chercher à orienter les facultés des sciences vers les enseignements industriels. Donc en plein moment de révolution industrielle, la seconde plutôt. À Nancy, donc en 1954, on va créer un diplôme de sciences appliquées qui va fonctionner comme une sorte de baccalauréat industriel. Alors ça ne va pas trop marcher. Très vite, les ambitions retombent parce qu'en fait, il n'y a pas d'étudiants à la faculté. Et ce ne sont pas des étudiants au sens où on les entend aujourd'hui. Ce sont des gens qui peuvent avoir mon âge, peut-être un peu plus jeunes aussi. Ben, en fait, la démarche est lancée et on va progressivement s'orienter, sans être téléologique, vers le développement des sciences appliquées en province. Et vous allez voir passer ce genre de choses. Alors ça, c'est rétrospectif, bien sûr. C'est le monument en mémoire d'Ernest Bichat. Et puis là, si vous n'arrivez pas bien à lire, mais vous voyez, c'est l'Institut électrotechnique. Et donc là, vous avez Fondation Solvay. Je vais y revenir. Je fais un fast-forward maintenant. Si on regarde un peu la situation des instituts techniques, je vous ai mis les dates de création et puis je vous mets les écoles d'ingénieurs correspondantes. Donc, vous voyez à peu près, il y a une filiation qui est à peu près évidente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, Institut chimique, c'est l'ENSIC aujourd'hui. L'école de brasserie, elle a donné naissance avec des contours un peu bizarres à l'ENSAIA. Moi, je voudrais insister simplement sur celle-ci, parce que celle-ci, vous ne l'avez peut-être pas dans vos viseurs. L'Institut d'aérodynamique et de météorologie. On a posé la première pierre de cet institut en août 1914. Vous voyez à peu près le problème. Donc en fait, il y a eu deux promotions qui ont été formées parce que ça fonctionnait un peu avant. Et puis après, on a oublié. Voilà. Alors ça interroge sur ce qu'on entend par école d'ingénieur. Qu'est-ce qu'une école d'ingénieur? Alors là, il faut regarder un peu sur le temps long. Avant 1829, les écoles d'ingénieurs, ce sont des écoles de service public. Alors, je vous ai mis une petite chronologie, elle n'est pas tout à fait complète, mais si on s'intéresse au devenir des personnes formées dans ces grandes écoles, qui existent encore aujourd'hui pour beaucoup, la plupart des élèves ne vont pas vers l'industrie. Donc, la plupart des élèves vont devenir de hauts fonctionnaires, des administrateurs de l'État. C'est à peine 10% d'une promotion avant 1850 à l'école polytechnique qui va aller vers le monde industriel. Donc c'est vraiment ridicule, bien sûr. Alors le moment où ça change, c'est le moment de 1829 avec l'École centrale des arts et manufactures, qui est peut-être la première école d'ingénieurs industriels, mais qui ne fonctionne pleinement qu'à partir de 1850. Donc ça veut dire que beaucoup de ces écoles sont parisiennes, et donc on ne forme pas d'ingénieurs en province, et on ne forme pas beaucoup d'ingénieurs. Je termine avec ce petit aparté. Vous ouvrez une définition dans un dictionnaire pour ingénieur, sur des époques un peu anciennes, vous ne trouverez la mention ingénieur industriel qu'à partir de 1910-1914. Pas avant. Avant, on va vous parler des polytechniciens. Alors, la situation en 1914 des instituts techniques à Nancy, c'est un âge d'or. Alors, mon graphique, il est un peu difficile à décoder, mais vous voyez, c'est 1890 en bleu et 1912-1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Bon, comparer déjà. La faculté des sciences, c'est 122,90. On est à 935, vous voyez. Et donc, le total, vous voyez, en 1913, on a à peu près 2000 étudiants. L'essentiel du flux, enfin, une grande partie du flux, c'est du côté des instituts techniques. Et là, je vous ai fait un zoom sur simplement la faculté des sciences. Vous voyez, alors au tout début, bien sûr, il n'y a que l'ENSIC, l'actuel ENSIC, et ensuite, vous voyez, on a 274 étudiants qui sont à la faculté des sciences, mais l'essentiel du flux est inscrit en parallèle dans les instituts techniques.
avec beaucoup d'étrangers. C'est près de la moitié, qui viennent des pays de l'Est, pour beaucoup, pas que, mais quand même. L'aéronautique, Nancy, c'est dommage, mais c'est un futur non advenu. Pourtant, on en a organisé des fêtes et des circuits avant 1914 pour promouvoir ça, et c'est la faculté des sciences qui le fait. Gaston Floquet, qui était mathématicien, était le président de la Société des Amis de l'Aviation. Le siège était à la Faculté des Sciences. Alors maintenant, j'arrive aux instituts techniques et au milieu industriel. Et donc, je vais vous donner simplement un aperçu de différentes modalités de relations entre ces instituts et le monde industriel. Alors, avant 1914, l'Université de Nancy, vous l'avez vu, c'est un chantier permanent. Et donc, on a d'énormes besoins en bâtiments, en laboratoire, en équipements scientifiques, en chaires, en prix, en bourse, en collections scientifiques. Et donc, il y a des financements qui viennent d'un peu partout. Du Conseil général, par exemple, des ministères, de la municipalité. Et on a aussi toute une politique d'accroissement des moyens financiers par des dons et des legs de différentes manières. Et donc, il y a des tas d'acteurs qui vont donner ou qui vont contribuer au développement des sciences appliquées à Nancy. Alors, il y a deux acteurs essentiels. Le premier, c'est Bichat, que vous voyez là, à côté de son appareil. Et puis là, vous avez Albin Haller, chimiste. Bichat était physicien. Albin Haller, vous le voyez en train de lire son journal avec quelqu'un qui est né à Nancy aussi, qui s'appelait Henri Poincaré. C'était son cousin par alliance. Dans ce contexte-là, c'est toujours important de regarder, par exemple, ce que vont déclarer les personnes au ministère. Alors, Louis Liard, qui est directeur de l'enseignement supérieur en France, qui est le grand promoteur d'une loi sur les universités en 1996, regardez ce qu'il écrit. Les universités doivent conserver avec l'État un cordon nourricier, mais il faut aussi qu'elles soient enveloppées d'un placenta local. C'est une belle expression pour dire débrouillez-vous aussi un peu. Le contexte dans lequel, bien sûr, Liard rédige ce genre de texte, c'est le contexte de l'après-guerre de 70, et avec un constat assez partagé des intellectuels que la Sorbonne, centralité, est un peu sclérosée du point de vue des applications. Alors, première modalité, je vais aller très vite, rattraper le retard industriel par le développement des sciences appliquées. Alors, il y a les enjeux déjà d'une science aux prises avec les réalités industrielles. Je vous donne l'exemple de l'électrochimie. Albin Haller, qui est un grand chimiste, va représenter la faculté des sciences de Nancy à l'exposition universelle de Chicago en 1993. Il revient avec un plaidoyer pour le développement de l'électrochimie, discipline de pointe à l'époque. Et en fait, l'enjeu, c'est de s'aligner avec l'Allemagne, parce qu'il y a une concurrence massive de ce côté-là, et on sent qu'il y a un retard. Et Nancy est devenue une université frontière, et Haller a contribué à fonder l'Institut chimique. Donc, son constat, c'est qu'il faut sortir de la routine et rattraper le retard français. Il y aura d'autres enjeux que je ne vais pas détailler ici. Avant la Seconde Guerre mondiale, les enjeux, c'est le développement de la chimie des teintures, la chimie organique, bien sûr, l'électrotechnique. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, le génie chimique, c'est plutôt les années 50, et puis le calcul automatisé, puis l'informatique. Mais on a des acteurs qui connaissent ce sujet bien mieux que moi ici. Deuxième modalité, associer les industriels régionaux. Et par exemple, allons voir du côté de l'école de brasserie. Alors l'Institut chimique et l'école de brasserie, c'est peut-être à peu près le même combat. Donc l'idée, c'est d'introduire plus de sciences dans les lieux de production pour améliorer la compétitivité française face à la concurrence allemande. Et en fait, les instituts tels qu'ils sont constitués sont des instituts qui prennent modèle sur les Hochschulen allemandes. Donc c'est vraiment un transfert de modèle, alors avec des adaptations, mais on est typiquement dans ce cadre-là. Et l'enjeu aussi pour Nancy, c'est de se démarquer des autres centres académiques dans le mouvement général pour accéder au rang d'université, parce qu'on sait à cette époque-là qu'il y a une loi sur les universités qui se profile depuis au moins les années 1880. Donc il y a deux souscriptions qui sont lancées en 1897 et 1904 en faveur du développement de l'école de brasserie. Alors je ne vais pas vous lire tout ce qui est indiqué là, mais regardez simplement les financeurs. Je vous ai fait une petite carte, vous voyez. Donc il y a du financement qui vient plutôt du côté lorrain, mais on a Paris aussi qui est là. Et puis un maillage quand même. Alors financièrement, c'est pas énorme, mais ça dit quelque chose des enjeux. Je vais passer là-dessus parce que je suis un peu en retard, mais l'essentiel, c'est de voir d'où viennent ces dons, mais c'est quand même assez conséquent. Un des acteurs essentiels de cet investissement, c'est un chimiste qui s'appelle Paul Petit. Alors, ça va être un succès, mais en demi-teinte, parce qu'en fait, au départ, les maîtres brasseurs, il va falloir leur tordre un peu le bras pour qu'ils acceptent de payer. Et puis finalement, ça va marcher parce que Paul Petit va s'investir pendant pas mal de temps
avec un fléchage au départ vers un laboratoire d'analyse et la formation de maîtres brasseurs qui parfois même enseignent la brasserie au sein de l'école de brasserie. Ensuite, autre thématique qui paraît tout à fait intéressante, ce sont les laboratoires d'analyse et le fait que ça peut permettre de créer de nouvelles chaires de sciences appliquées. Je vais vous en donner 2 exemples. Les instituts techniques vont devenir parfois des lieux d'expertise industrielle. Donc, à partir de 1907, les industriels vont faire appel à l'université pour des expertises industrielles rémunérées. Donc, contrat de service, vous voyez. Je vous donne 2 exemples parce qu'ils sont importants juste après. Le comité des forges et mines de fer de Meurthe-et-Moselle va financer un laboratoire d'analyse industrielle qui va compléter la chaire de chimie industrielle créée à l'origine par la ville de Nancy. Vous voyez, donc on finance les enseignements dans ce cadre-là. On parlait de Pont-à-Mousson, on va solliciter la faculté des sciences pour vérifier l'hypothèse de l'existence d'une prolongation du bassin houillé de la Sarre en Meurthe-et-Moselle. Et ça produit des effets sur les postes de profs. Georges Hart, justement, dont je vous parlais juste auparavant, pour la chimie industrielle. La première chaire de chimie industrielle créée en France, c'est à Nancy. Donc, et c'est un chimiste assez important. Et René Niclès, pour ce qui concerne la géologie, va avoir aussi son rôle. Et dans cette affaire-là, il y a un acteur qui, à partir des années 1880, devient très très important, qui sert d'interface entre l'université et les milieux économiques, c'est la Société industrielle de l'Est. Ensuite, il y a un épisode que vous connaissez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la fondation Solvay. Alors là, c'est intéressant parce que les acteurs nancéens sont à la manœuvre, mais plutôt les universitaires. Alors, je vais passer cette diapo, mais bon, vous le savez certainement. Solvay, c'est un grand industriel qui s'est aussi distingué par une activité de mécénat importante et puis aussi par de la philanthropie. Donc, dans les années 73, Solvay installe des usines à Dombasle, près de Nancy, et ça commence à avoir un point important dans le système économique local. À partir des années 1890 et des instituts techniques de la faculté, on va taper un peu Solvay pour lui proposer d'aider au développement, notamment de la chimie, mais pas uniquement. Et donc, le point essentiel, c'est qu'entre 1893 et 1913, on a 900 000 francs de subventions qui vont être donnés par Solvay à la faculté des sciences et à ses instituts. Vous voyez à peu près la répartition des financements. Alors, il y a une subvention énorme de 500 000 francs. Donc, à l'époque, c'est franchement considérable. En 1913, juste avant la guerre. Et puis, je vais passer cet aspect-là, mais Solvay, on va dire, flèche une partie de ses financements. Et donc, vous voyez que l'électrotechnique est très importante et la chaire d'électrotechnique va être très importante. Qui sont les acteurs des donations Solvay? Je vais aller très vite. Vous avez encore Albin Haller, avant qu'il ne parte vers Paris, puisqu'Haller va ensuite fonder une école supérieure de chimie industrielle à Paris à partir de 1900. Et puis, vous avez Bichat, qui est le doyen, mais qui est aussi élu au Conseil général et qui a donc des antennes tout à fait importantes du point de vue des décideurs politiques locaux. Autre acteur essentiel, une fois de plus, c'est la société industrielle qui sert d'interface. Je précise que si vous regardez les listes des universitaires à Nancy et que vous les comparez avec les listes de la société industrielle de l'Est, il y a plein de concordances. On a beaucoup d'acteurs qui sont membres de la société industrielle de l'Est. Mais le point essentiel, c'est que pour Solvay, c'est d'abord une politique d'image. C'est pas Solvay qui vient pour donner de l'argent, manifestement. Ce sont les universitaires qui viennent voir Solvay, et Solvay a tout intérêt parce qu'en termes de pollution et de dégradation environnementale, il y a des choses à faire. Et Solvay n'a pas forcément une très bonne réputation chez les Nancéens. Dernier point, le partenariat public-privé. Si on s'intéresse, par exemple, à l'école supérieure de commerce, alors vous allez me dire, c'est un peu éloigné cette histoire-là. On a une histoire de financement au coup par coup, mais sans contrepartie institutionnelle. Alors, je vous la fais assez courte. La Chambre de commerce de Nancy va créer en 1896 l'école supérieure de commerce. 1905, l'école est quasiment en faillite et la Chambre de commerce milite pour un alliage entre la science et le commerce. Et donc, le conseil de l'université va accepter de créer un institut, mais à plusieurs conditions. Programme examiné et validé par la section permanente du Conseil de l'instruction publique, notamment, et enseignement appliqué, c'est ça le point essentiel, pris en charge par la Chambre de commerce. Et ça, c'est une convention hybride qui va ménager les partenaires industriels, donc faire en sorte qu'ils soient là, mais pas forcément toujours à la manœuvre. Et on va le retrouver du point de vue des instituts, de l'Institut métallurgique et minier, donc l'école des mines de Nancy actuellement,
Les industriels vont demander à l'université de former les ingénieurs dont ils auront besoin. Donc la faculté des sciences va fournir les enseignements et les locaux. L'industrie va financer les équipements et rémunérer les enseignements appliqués. Et le directeur universitaire doit partager la direction avec un représentant du corps des mines, même si l'institut reste attaché au ministère de l'Instruction publique. Ce qui était un vrai drame pour l'école des mines jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est une demande récurrente d'appartenir au corps des mines. Ce qui va se passer après, en 1908, Nancy et Grenoble délivrent dans leurs instituts techniques 60% des diplômes d'ingénieurs universitaires en France. Alors, d'ingénieurs universitaires, on n'a pas encore de statut très, très précis pour les ingénieurs, hein. On a une loi en 1934 qui va instaurer la commission des titres d'ingénieurs, la CTI, et qui va habiliter les établissements et protéger les titres des diplômés dans un contexte de crise. Et c'est ça qui va donner un boost aux anciennes écoles qui étaient des instituts. Donc en fait, beaucoup d'écoles vont devenir à un moment, dans les années 30, c'est le cas pour l'Institut chimique, des écoles supérieures, et ça va attester de leur volonté d'émancipation par rapport on va dire, aux sphères universitaires. Et puis 1947, on a la création du statut d'École nationale supérieure d'ingénieurs, et donc en fait, plus aucun institut universitaire ne délivre alors de diplôme d'ingénieur en France. Alors on en reparle de temps en temps, mais ça reste un peu dans les cartons quand même. C'est pas une vague de fond. Je vous remercie pour votre attention et désolé d'avoir un peu dépassé.